Non, mais c'est vrai, par exemple. Quand tu y penses, là, les unions, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. C'est vrai. On a-tu une union à shop, nous autres? On n'a pas. Moi, ça fait 15 ans que je travaillais à shop, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'union, mais ça donne. On n'a pas d'union, puis ça n'empêche pas que depuis l'année passée, on a la semaine de 54 heures. Et puis, on a notre congé à Noël et ben non, au jour de l'an. Puis l'été, on a une semaine de vacances payées. On la prend pas toujours, mais on l'a pareil. Et puis moi, ça paraît pas, mais il me fait des semaines de 102, 103. Puis déjà, avec l'overtime, j'étais allé chercher 113. Pas clair. Quand j'ai lâché l'école à 13 ans, mon vieux père, il était sur son lit de mort, il dit, mon petit garçon, je peux pas te laisser d'héritage. Je m'en doutais un peu à la vitesse qu'il buvait. Mais seulement avant de partir, je veux te dire que dans la vie, il y a deux choses qui comptent. Une job steady ben un bon boss. Toutes les maudites affaires d'union que ça donne, ça. Une job steady ben un bon boss. Là, il est parti. Fait que, moi, je me suis en allé m'engager à la shop. J'ai dit, la job que vous annoncez, c'est une job steady, ça? Ils ont dit oui. Oh, ben, j'ai dit, vous devez être un bon boss. Hey, mais t'as pas trompé. Alors, un petit peu de philosophie politique au service du syndicalisme ce matin avec Christian Nadeau, qui est professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal et qui vient d'écrire Agir ensemble, penser la démocratie syndicale. Christian Nadeau, rebonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du monologue d'Yvon Deschamps? Ah bah c'est un grand classique, hein, c'est Non, très mais drôle. vous croyez que ça s'applique encore aujourd'hui? Ah oui, très certainement. Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui le syndicalisme doit soit au mieux correspondre à leurs intérêts immédiats, et puis lorsqu'ils ne voient pas que ça correspond à leurs intérêts immédiats, bah, ils posent la question que pose en riant bien sûr quelqu'un comme Yvon Deschamps. Pourquoi vous vous êtes penché sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet, même si on parle peu, le syndicalisme a un peu mauvaise presse, qui est quand même un sujet d'actualité. Bon, vous dites carrément que le syndicalisme ne se porte pas bien, mais de quoi il souffre? Bah, il y a des problèmes internes et des problèmes externes. Dans ce livre-là, j'ai peut-être un autre projet de livre pour les problèmes externes, par exemple le droit de grève ou ce genre de choses, mais dans ce livre-là, je me suis préoccupé au niveau des problèmes internes. Il me semble que le problème vient du fait que pour que des gens justement aient une opinion comme le syndicat, qu'est-ce que ça donne, etc., c'est que très souvent ils n'ont pas les lieux de la compréhension de la nécessité de l'action syndicale. Et du coup, ils se retrouvent à être spectateurs de ce qui est décidé par leur syndicat plutôt que acteurs ou actrices de la volonté du groupe dans son ensemble. Mais comment ça se fait qu'on a perdu ce sens de la nécessité de l'action syndicale? Ben, je pense que c'est un mouvement collectif, c'est-à-dire que ce que je dis dans le livre, en fait, c'est que si on veut espérer une démocratisation du syndicalisme, ça suppose qu'il y a une démocratisation de notre société. Donc le raisonnement inverse, c'est que dans nos sociétés, il y a un problème de politisation et cela se répercute sur la confiance que nous avons à l'égard, par exemple, soit de la sphère politique ou même des moyens d'action politique autres que devenir député, par exemple. Donc les gens ont de moins en moins confiance, en fait, à l'idée selon laquelle agir ensemble peut avoir un sens, parce que très souvent ils vont le voir soit comme quelque chose qui supprime leur individualité, c'est-à-dire qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas s'exprimer en leur nom propre, ou inversement quelque chose qui doit servir leur individualité, mais seulement leur individualité. Donc c'est l'individualisme qui est à la base de cette désyndicalisation. C'est-à-dire que un des problèmes, oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a à la fois, si vous voulez, l'individualisme, mais en sens inverse, il y a la volonté d'une vision collective des choses qui ferait taire les partis. Donc la position qui est la mienne, qui est d'ailleurs la position que j'ai à la fois dans mes travaux de recherche et dans mes ouvrages la plus grand public, c'est qu'en fait il faut éviter à la fois l'idée d'un groupe comme une totalité homogène et l'idée que le groupe n'est que la somme de ses parties. Et une fois qu'on comprend que le groupe c'est une interaction, alors ce qui est au cœur de l'action politique, c'est bien sûr la culture politique, c'est les formes d'engagement, c'est les formes d'interaction, c'est de toutes les sortes d'ailleurs. Est-ce que vous croyez que les syndicats souffrent aujourd'hui de s'être surévalués? Non, je pense que d'une certaine manière, au contraire, ils se sont sous-évalués. C'est-à-dire que la force d'action politique qui est la leur est sans cesse, disons, brimée soit par des contraintes extérieures, comme par exemple le droit de grève devient presque une utopie à l'heure actuelle,
Tout se règle, disons, dans une perspective, pas tout, mais une grande partie des dossiers vont se régler dans une logique du cas par cas. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que graduellement, on assiste à justement la volonté par les membres de chercher un syndicaliste qui est plus proche d'une police d'assurance, si vous voulez, que d'un groupe d'action politique. Et ça, c'est un véritable problème. Alors, il y a deux attitudes que peuvent avoir les organisations syndicales. La première, c'est de correspondre à cette volonté que le syndicalisme ne soit qu'une boîte d'assurance, et là on tombe dans le corporatisme, et ça c'est un véritable problème, ou au contraire on va vers la politisation du syndicalisme en multipliant les assemblées délibérantes, en multipliant les lieux d'action. Moi ce que je dis par exemple, c'est ce que vous prônez, vous? Voilà, moi ce que je dis c'est que la démocratie syndicale, comme notre démocratie d'ailleurs, marche sur une seule jambe, celle de la démocratie représentative. Et il doit y avoir aussi des lieux pour la démocratie participative, donc des lieux qui sont vraiment distincts, où les gens peuvent discuter sans être obligés d'avoir une option politique ou une finalité politique à leur discussion. Comment vous expliquez que dans les années 70, on se rappelle encore des Chartrand, Pépin, Laberge et de leurs actions, on se rappelle de ces appels à la solidarité, de ces marches organisées, et qu'aujourd'hui, si vous marchez dans la rue, je suis certain qu'il y a une personne sur 10 qui est capable de vous nommer les chefs syndicaux. Je pense que c'est lié en partie à un phénomène, tout à l'heure on parlait d'individualisation, mais je dirais d'une forme de privatisation en fait, qu'on retrouve un peu partout, une logique de la privatisation qu'on retrouve un peu partout. Le cinéaste Ken Loach a très bien montré ça en Angleterre quand il montrait que au lendemain de la guerre, les organisations syndicales ont vraiment participé à la construction de l'État sociale qui était la Grande-Bretagne, puis à partir des années 80, en l'espace d'une dizaine d'années, on a fait disparaître l'ensemble des institutions, c'est-à-dire en gros la santé publique, l'éducation, etc. Donc, si vous voulez, pour moi, je pense que les organisations syndicales ont tout intérêt à se faire voir sur des enjeux politiques qui dépassent la simple protection de leurs membres. Il en va de leur intérêt, mais il en va aussi d'une autre, parce que au final, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on trouve légitime qu'un syndicat défende des personnes? C'est que derrière ça, il y a la défense de la justice sociale et de l'équité. Et si les syndicats prennent au sérieux cette mission de défense de la justice sociale et de l'équité, alors bien sûr, ça va au-delà du simple intérêt de leurs membres. Est-ce que c'est un pari risqué de demander au milieu syndical de se remettre en question et d'aller dans le sens de vos propos, par exemple? Je crois que oui, mais le pari m'apparaît beaucoup plus risqué en sens inverse. C'est-à-dire, oui, il y a un risque, parce qu'à partir du moment où on ouvre la porte à une discussion, et que cette discussion n'est pas simplement une discussion contrôlée par des intérêts politiques de personnes, vous voyez ce que je veux dire, les intérêts politiques de personnages en particulier, mais plutôt du groupe dans son ensemble, alors on peut ouvrir une boîte de Pandore. Tu vois, on peut avoir l'impression qu'en fait, on est en train de remettre en cause ce qui fonctionne relativement bien. Le problème, en fait, c'est qu'en sens inverse, ce qu'on voit, c'est qu'on assiste, à une forme d'individualisation de l'action collective, qui, elle, à long terme, pourrait très bien faire disparaître les organisations syndicales. En ce moment, ça va plutôt mal parce qu'on le voit, ce qui est en vogue, c'est un certain type de corporatisme, alors que sur le terrain, je dirais, il y a énormément de groupes de militants et de militantes qui font de la véritable action politique et qui malheureusement sont tenus dans l'ombre. Et c'est pas eux, c'est pas elles qu'on va voir d'abord, alors que c'est des gens qui sont vraiment des militants et des militantes qui vont par exemple essayer de faire des ponts avec le mouvement communautaire, avec le mouvement de défense des droits, et ainsi de suite. Une dernière question. Le milieu syndical, au cours des prochaines années, et c'est déjà commencé, va faire face à de nombreux défis, la robotisation, l'intelligence artificielle. Bon, les entreprises et la société doivent faire face à ces nouveaux défis-là. Mais du côté des syndicats, est-ce que les syndicats vont être prêts à agir face à tout ça? Dans certains cas, vous voyez par exemple le syndicat des postes, ils ont offert toute une série d'options pour pouvoir rencontrer les difficultés qui sont propres à celui de leur secteur. Toute la question est de savoir si la société et surtout la partie patronale est prête à accepter de faire ces transformations. Il y a beaucoup de blocages, si vous voulez, et parfois ces blocages sont vraiment des blocages purement artificiels, c'est-à-dire il n'y a pas de bonne raison à opposer aux propositions que vont faire les organisations syndicales. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'au sujet de ce que vous dites, la robotisation, l'informatisation, etc., il y a beaucoup de secteurs qui vont être placés exactement dans la même situation. Et ce sont des secteurs qu'on a tendance à négliger. Je pense par exemple à celui des juristes, je pense
on pense tout de suite robotisation, on pense le travailleur, on pense l'ouvrier, alors qu'en fait, on peut penser à d'autres catégories où l'intelligence artificielle va vous faire un contrat bien mieux et en meilleure et due forme que par exemple, un juriste qui sort d'une faculté de droit. Alors, Christian Nadeau, votre ouvrage s'intitule Agir ensemble, penser la démocratie syndicale. C'est aux éditions Somme Toute. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.